Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. On retrouve à présent Léa Landman pour sa chronique hebdomadaire dans Géopolitique le MAG. Bonsoir Léa et Shana Tova. Bonsoir Steve, Shana Tova. Merci de nous rejoindre, vous nous expliquer ce soir que les choses semblent, soyons prudents Léa, semblent bouger dans les coulisses diplomatiques en vue d'accords de cessez-le-feu au Proche-Orient, même si, ce que vous allez nous expliquer, certains diplomates et experts s'interrogent de concert sur les visées politiques de Benyamin Netanyahou derrière les dernières offensives militaires de Tsahal et des services israéliens. Alors, Steve, très prudemment, il semble qu'en Israël, Benyamin Netanyahou cherche à conclure un accord en position de force à l'approche des élections. Il veut y parvenir rapidement et il veut y parvenir en position très forte. Après les frappes contre le Hezbollah et la montée du Likoud dans les sondages, un sentiment de fierté nationale qui refait surface rend la situation plus favorable à un accord. Il est possible qu'après avoir satisfait la droite dure avec les opérations au Liban, Netanyahou cherche à rallier d'autres factions de la coalition, tout en craignant moins les pressions de l'extrême droite. À cela, il faut rajouter cette lettre de soutien des rabbins de la mouvance sioniste religieuse qui s'opposaient jusque-là à un accord, mais se sont récemment exprimés en sa faveur. C'est un gros truc. De plus, certains rapports indiquent qu'une délégation israélienne aurait reçu un mandat très large, plus large que jamais, pour entamer des négociations avec pour objectif de désamorcer l'axe de résistance, entre guillemets, donc l'Iran et ses proxys. Léa, qu'en est-il du Qatar ? Alors, la pression du Qatar, là, elle est intéressante. Parce qu'on fait pression sur le Qatar pour qu'il intervienne, exerce de nouveau des leviers, que ça s'intensifie. D'autant plus que l'Arabie Saoudite semble vouloir progresser sur un accord avec les États-Unis. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on entend aussi que les États-Unis et les pays arabes sont en train de négocier avec l'Iran pour un accord de cessez-le-feu général. Israël n'est pas parti encore de ce truc-là. Également rapporté que Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui n'est donc pas mort, évidemment, mais qui était coupé de toute communication pendant plusieurs semaines, a contacté les médiateurs pour savoir si Israël permettrait sa survie. Les Qataris lui ont répondu qu'il n'était pas au centre des négociations, c'était pas lui le problème. La priorité étant les otages, et l'ont menacé de deux choses. Un, de ne pas participer à la reconstruction de Gaza, et de deux, geler les comptes du Hamas s'ils ne coopéraient pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, mais bref, tout cela renforce l'idée que les conditions pourraient doucement être réunies. Donc aujourd'hui, Steve, je voudrais vous parler de négociations et de cessez-le-feu. Le chercheur Shmuel Harlap de l'INSS écrit, je résume, « La guerre entre Israël et le Hamas relance une vieille maxime du général prussien Karl von Clausewitz. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. » Une formule qui sert aujourd'hui à critiquer le Premier ministre israélien, accusé de ne pas avoir de véritable stratégie pour mettre fin au conflit ou envisager l'après, le jour d'après. Certains avancent même que prolonger la guerre fait partie de son plan, particulièrement en raison de ses démêlés judiciaires. Oui. Dans les démocraties modernes, la guerre n'est censée être qu'un ultime recours, un moyen de défense. Mais avec cette guerre contre le Hamas, il est difficile de ne pas se demander si Netanyahou ne cherche pas à transformer cette opération défensive en quelque chose de plus vaste avec des visées politiques et territoriales. Et vous considérez, Léa, que ça peut être dangereux pour l'image diplomatique d'Israël dans le monde ? Exactement. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, mais je le pense aussi. Si Israël veut éviter de se retrouver isolé sur la scène internationale, notamment vis-à-vis des pays occidentaux, les pays occidentaux ne comprennent pas cette histoire de guerre. On l'a dit, on l'a redit vraiment très souvent, mais en fait, on ne comprend pas cette histoire. Il doit veiller à ce que son opération en cours ne soit pas perçue comme une guerre de conquête. Le soutien international pourrait vite s'évaporer, le peu qui reste, surtout si la droite radicale au sein du gouvernement israélien pousse à annexer des territoires palestiniens sous couvert de cette guerre. La ligne est fine entre défendre son territoire et mener une campagne d'expansion. Israël doit se montrer prudent, tant dans sa lutte contre le Hamas que dans son éventuel conflit, enfin on y est déjà d'ailleurs, avec le Hezbollah, sous peine de devenir un paria, un peu plus, aux yeux du monde démocratique. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Depuis 2 semaines, le cabinet de guerre n'a pas discuté des otages. Il a parlé de la guerre au Liban, du nom de la guerre, de la réponse iranienne, oui, des otages, non. Ils se réunissaient ce soir justement pour discuter, pour faire voter sur le type de cible qui pourrait être choisi. Alors, pas tant le type de cible, mais la loi israélienne dit que si on entame une attaque qui peut provoquer une guerre générale, il faut avoir le vote du cabinet de guerre. Mais bon, le cabinet de guerre vote ce que Netanyahou demande, donc c'est plus vraiment un cabinet de guerre. Il n'empêche qu'ils se réunissent aujourd'hui pour avoir un accord. L'aval du cabinet. L'aval du cabinet. Okay,
toujours est-il, on dirait que des choses se passent. Les États-Unis mènent des discussions discrètes, donc on l'a dit, avec certains pays arabes et l'Iran pour instaurer un cessez-le-feu global. La situation à Gaza reste difficile, Israël voulant poursuivre des opérations après un éventuel accord sur les otages, tandis que le Hamas souhaite l'arrêt des hostilités, mais on a pu le voir, donc Sinoir s'occupe pas tellement de la population à Gaza, mais de savoir quand même s'il allait survivre ou pas. Et aussi, visiblement, de relancer des campagnes d'attaques suicides sur le territoire israélien. Bien sûr, ça fait partie du plan. Je ne sais pas à quel point Sinoir s'occupe de ça au jour le jour, mais évidemment, c'est les plans du Hamas. Ils n'ont pas lâché ça. Au contraire, ils intensifient en Cisjordanie. Les États-Unis ont également entamé des discussions, et ça c'est vraiment intéressant, avec l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite, pour profiter de l'affaiblissement du Hezbollah et pousser à choisir un président libanais. Alors, dans la constellation politique du Liban, les différentes factions n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce choix, principalement le Hezbollah, qui était le deal-breaker dans cette histoire. L'Arabie Saoudite est favorable, sachant que le Royaume souhaite l'affaiblissement du Hezbollah, évidemment. Le Qatar et l'Égypte sont plus frileux, affirmant qu'Israël ne se débarrassera pas du Hezbollah et qu'un gouvernement mis en place maintenant n'aura pas de légitimité, ce qui risque d'entraîner le Liban dans une spirale sans fin. Bon, et la France. Que pense Emmanuel Macron et son ministre Jean-Noël Barrot qui était sur place en début de semaine. Alors Emmanuel Macron va organiser une grande conférence pour le Liban le 24 octobre, si je ne me trompe pas, ce qui est très bien, mais sur le Liban, il ne peut pas y avoir de « en même temps ». On ne peut pas dire que le Liban, qui est tellement cher au cœur des Français, il y a une vraie histoire entre le Liban et la France, et pourtant, en France, on continue à ignorer le désastre, le drame du Hezbollah au Liban, et le fait que l'Iran utilise le pays en fait comme son bastion arrière. Déjà maintenant, on rapporte une situation dramatique sur le terrain au Liban, avec des pilleurs, un chaos total, l'armée libanaise qui accroche des pilleurs à des poteaux en disant voilà, eux, ils ont volé, etc. J'espère que cette conférence du 24 octobre remettra encore une fois les acteurs en place et que la France sera vraiment très claire sur qui il faut renforcer au Liban. Parce que pour l'Arabie Saoudite, c'est très très clair. Ça l'est moins depuis au moins quelques semaines côté français. Notamment si on suit les interventions d'Emmanuel Macron. Clairement, on comprend pas. Enfin, clairement, on zigzague, quoi. Si ce n'est pour les appels au cessez-le-feu. Oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce que c'est le cessez-le-feu ? C'est déposer les armes, ça veut dire quoi ? C'est un terme qui n'a pas de sens si on n'y met pas du sens. On continue. On continue dans le schéma là qui nous fait penser qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Le chef du Mossad, Dedi Barnea, cherche à exploiter les succès militaires d'Israël au nord et contre le Hezbollah pour forcer le Hamas à accepter un accord de libération des otages à Gaza. On est dans un grand échiquier, en fait. Exactement. Mais pourquoi c'est intéressant ? Après avoir tenté de dissocier les différents fronts, le but c'était de dissocier évidemment le Hamas du Hezbollah, plutôt le Hezbollah du Hamas, Israël cherche maintenant à lier les situations au Liban et à Gaza en avertissant l'Iran et le Hezbollah qu'un cessez-le-feu ne sera possible que si un accord sur la libération des otages est conclu. Alors Barnea propose de ne pas clore les opérations au nord ni les frappes contre l'Iran tant qu'un accord de libération des otages à Gaza n'est pas conclu. L'objectif est donc de pousser l'Iran et le Hezbollah à exercer une pression sur Sinoir pour libérer les 101 otages. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que l'Iran a tellement de pression sur Sinoir, mais je me dis que le chef du Mossad doit savoir quelque chose que nous, on ne sait pas. C'est probable, Charlie. Probablement, ouais. Après, toute cette histoire, elle peut sembler un peu incohérente avec la stratégie israélienne qui voulait donc détacher les fronts, mais en fait, je pense que l'idée était de déconnecter la volonté de l'Iran et du Hezbollah de connecter les fronts, mais pas la volonté d'Israël. Ce qui aurait été, vous voyez un peu aussi la volonté de départ de Sinoir, qui n'avait pas forcément accepté Hezbollah, en tout cas pas dans les termes exactement, envisagés par Sinoir au début. Mais je pense aujourd'hui que peut-être l'idée de séparer les fronts, c'était plutôt de séparer la volonté iranienne de connecter les fronts. C'est-à-dire que si Israël se rend compte aujourd'hui que la position de force lui permet en fait de reconnecter un deal des otages avec un cessez-le-feu dans le feu, ils vont le faire. Un cessez-le-feu dans le nord, ils le feront. Bon, on continue encore une petite histoire. Il nous reste 2 minutes, Léa. Oula, Steve. Oui. Petite histoire. Bon, on continue. Le général Giora Eilan, général de réserve, ancien chef du Conseil national de sécurité, ancien chef de la division des opérations de Tsahal, et sorte de maître à penser du gouvernement et de cette guerre, dit que depuis un an, Israël semble s'enfermer dans une stratégie unique, la force militaire, sans utiliser les outils diplomatiques ou économiques pour faire pression sur ses ennemis. Pourtant, après des succès militaires, il est impératif de saisir cet élan pour pousser vers des accords politiques, notamment à Gaza et au Liban. Israël doit offrir donc une porte de sortie publique
en proposant un accord clair, la libération des otages, tous les otages, il dit, contre la fin des combats et le retrait de Tsahal, à condition que Gaza soit désarmée. Au Liban, un accord sur le désarmement des milices, la fameuse résolution 15059 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2004, y compris le Hezbollah, ouvrirait une voie, lui dit, pour la paix, disons pour un retour au calme, ou pour un cessez-le-feu plutôt. Donc cet équilibre permettrait à Israël de capitaliser sur des victoires sans risquer de prolonger une guerre aux conséquences incertaines. Alors, en refusant d'ouvrir des négociations, Israël risque de perdre en fait le soutien international et de renforcer l'image d'une guerre d'occupation. Je vais faire vite, donc je vais rappeler que Thomas Friedman, un des journalistes les plus importants aux États-Unis, exactement, du New York Times, rappelle qu'une guerre, elle a deux dimensions. La guerre physique, la guerre militaire, mais aussi la guerre des histoires, de l'histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des narratives. On en parlera peut-être là, dans 2 semaines. Pourquoi pas. Aujourd'hui, Israël, même si elle gagne la guerre militaire, faut-il encore définir ce que c'est gagner une guerre militaire, elle a vraiment perdu sur le front de l'histoire. La guerre des récits. La guerre des récits. Et ça, déjà que la situation internationale d'Israël est bancale, il faut recommencer à introduire d'autres termes dans la discussion. C'est-à-dire qu'Israël dit depuis un an maintenant que le but de la pression militaire est d'amener Sinoir à déposer les armes, mais quand même quelque chose a changé. Il semblerait que pour la première fois depuis 46 ans, Israël voit et saisit l'opportunité qui a été créée de démanteler l'axe de résistance, le fameux de l'Iran. Ce qui semblait improbable il y a encore quelques mois. Improbable. Encore quelques semaines. Encore vraiment quelques semaines. Oui. Alors, en tout cas, les Houthis, c'est plus compliqué, c'est un problème international. Les milices chiites d'Irak, c'est très compliqué parce que l'espace aérien de l'Irak est contrôlé plus ou moins par les États-Unis. Pour l'instant, les Israéliens ne peuvent pas riposter là-bas. En tout cas, le Hamas et le Hezbollah, qui pour une raison complètement aberrante n'était pas un problème international, est en train de... On a l'impression qu'on change un peu de phase et on entend un peu les Américains, même les Français, je pense qu'à la fin, vont se dire « Ah, on a une opportunité aujourd'hui de... » Et en ce sens, c'est une victoire politique et diplomatique pour Israël. Alors, j'aime pas parler de victoire et je veux pas... De réussite, parce que Israël ne libère pas le Liban. Israël essaye d'éliminer un problème. Si, au passage, des forces internationales comprennent qu'il est temps quand même d'éliminer le Hezbollah et le Hamas et les tentacules iraniennes, pourquoi pas? Why not? Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous pour cette chronique toujours passionnante et très documentée. C'est un plaisir de l'écouter et d'échanger avec vous. On peut la retrouver donc sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube à nouveau, Shana Tova. Shana Tova, Steve.